Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans Tabou. Ils ou elles sont nés à l'étranger, ont été abandonnés par leurs parents. Ces enfants ont passé les premiers mois de leur vie dans un orphelinat jusqu'au jour où des familles sont venues pour les adopter et leur donner tout leur amour. De l'Ukraine au Vietnam, nous allons découvrir le quotidien de ces orphelinats, comment se construisent ces enfants, se souviennent-ils de leur passage à l'orphelinat et puis comment vivent-ils dans leur famille adoptive. Et puis juste après, on se retrouvera pour Sans Tabou le Talk avec de nombreux invités. Et ce soir, le thème de notre plateau, recherche, origine, désespérément. Nous écouterons le témoignage d'enfants adoptés qui sont partis à la recherche de leurs origines avec ou sans succès. Mais tout de suite, place à notre documentaire « Enfants sans famille ». Bienvenue à tous dans Sans Tabou le Talk pour un plateau ce soir inédit sur l'accès et la recherche des origines. Un sujet qui dérange car malgré les lois qui autorisent les enfants de l'assistance publique à consulter leur dossier, ceux qui sont nés sous X, c'est-à-dire sans identité, n'ont toujours aucune possibilité de retrouver leur mère biologique sans son accord. Une particularité française et un handicap qui touche entre 400 et 800 000 de nos citoyens. Alors comment se passent les retrouvailles pour ceux qui ont la chance de connaître l'identité de la femme qui les a mises au monde? En quoi leur vie a-t-elle changé? Recherche, origine, désespérément, c'est le thème de notre plateau et pour nous en parler ce soir, je vous remercie d'accueillir Justine, adoptée en Colombie il y a 28 ans. Elle a retrouvé la trace de sa mère biologique l'été dernier. Martine, sa mère adoptive, sera à ses côtés pour nous raconter ce voyage qui les a tant rapprochés. Gilles, lui, ne connaîtra jamais ce bonheur. Il est né sous X en 1953 et a été vendu 80 000 francs à ses parents adoptifs. Patricia Faguet, journaliste et auteure du livre Né sous X, sera également à nos côtés, ainsi qu'Anédith Houel, psychologue et psychanalyste. Elle a longtemps côtoyé ces femmes désirant abandonner leur enfant. Gaëtan, 21 ans, reconnu par sa mère avant qu'elle ne l'abandonne. Il ressent aujourd'hui le besoin de connaître son histoire. Et puis enfin, Denise, 65 ans, sera également ce soir sur ce plateau. Elle a retrouvé sa mère biologique il y a 5 ans, après une vie entière à la chercher. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté mon invitation. Recherche, origine, désespérément, ce n'est pas le titre d'un film, mais c'est le titre de votre vie, tout simplement. Alors pourquoi ce besoin presque vital de retrouver ses origines, ses parents biologiques? Quels sont les risques liés à cette quête? Et pourquoi en France, retrouver ses origines s'apparente-t-il encore au parcours du combattant? Eh bien, toutes ces questions, nous allons évidemment en débattre avec vous, et également avec nos deux experts. Anédith Houel, psychologue et psychanalyste. Merci à vous d'être là ce soir. Et puis avec Patricia Faguet, vous êtes journaliste et vous êtes auteur de Né sous X, enquête sur l'abandon. Vous avez publié en 2004. Donc, merci d'être là également. Nous allons commencer avec vous, Justine, avec votre histoire. Vous avez 28 ans, vous êtes née en Colombie où vous avez été abandonnée par votre maman biologique. Puis vous avez eu la chance d'être adoptée à l'âge de 7 mois par une famille merveilleuse, la famille Legrand. D'ailleurs, Martine, votre maman, est là ce soir. Vous êtes très proches, toutes les deux, j'imagine? Oui, très très proche. Vous allez nous raconter tout ça. Et pourtant, il y a un an, vous êtes partie en Colombie à la recherche de votre maman biologique. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Quel a été le déclic? Je suis partie en août dernier. Et oui, donc c'est tout récent. Voilà, c'est vraiment tout récent. Pourquoi? Parce que je pense que pour avoir cette envie vraiment de rechercher de là où on vient, il faut un déclic. Alors, vous, quel a été le déclic, justement? Alors moi, le déclic, il a été un petit passage à vide, en fait. Où je ne pouvais plus avancer, ni professionnellement, ni affectivement. Enfin, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui manquait. Et voilà, et cette histoire, elle est en moi. Je la connais depuis 28 ans maintenant. Et voilà, je me suis dit, pour continuer à avancer, il faut quand même que je connaisse le début, parce que... Mais cette question, vous l'étiez déjà posée, petite? Alors... savoir non, qui est ma maman biologique, où est-elle? En fait, j'ai toujours su que j'étais adoptée, parce que papa et maman m'ont toujours répété. C'est vrai qu'ils nous l'ont toujours répété. Donc, quand j'étais gamine, c'est vrai que je disais aux gens, voilà, je suis adoptée. C'était un peu, on met pas vraiment de définition sur les mots. On n'est pas vraiment spécialement conscient de ce qu'on raconte. Là, on grandit, il y a l'adolescence, on cherche un peu. Donc, je l'ai pas toujours bien vécu. J'ai eu un passage à vide où on a envie d'être dans la recherche et pour autant, on a peur d'y aller. De par les gens que j'avais rencontrés qui avaient fait cette recherche,
la chose commune qui ressortait de ça, c'était que derrière, il fallait quand même être costaud, il fallait être préparé. Et moi, j'arrivais dans un moment dans ma vie où je ne pouvais pas me permettre de retomber. Il fallait vraiment que je chante aussi, que j'avais les épaules pour cette aventure. En fait, il y a quelques mois, quand vous êtes partie faire ce voyage, vous vous sentiez prête à affronter ce que vous risqueriez de trouver, voilà. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être costaud. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas fait cette démarche jusqu'à aujourd'hui. À la base, moi, quand on en a parlé toutes les deux, je recherchais déjà une terre. C'est-à-dire que je voulais vraiment retrouver mes racines. Là, l'adoption, mes origines, c'est quelque chose dont j'ai toujours été extrêmement fière. J'ai toujours veillé à garder ses racines, ma couleur de peau, la langue. Je rappelle que votre terre natale, c'est la Colombie. Voilà. Et je vouais un intérêt à ce pays qui, au final, je ne connaissais pas. J'y étais jamais allée. Très important, puisque pour moi, c'était vraiment le début et ce que j'étais. Donc, il y a un moment donné où je ne comprenais pas trop non plus ce que je faisais en France. C'est-à-dire qu'accepter la France comme terre d'adoption, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile pour moi parce que je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas moi. Il y avait des choses, voilà, des principes peut-être à la culture latine qui étaient en moi et qui ressortaient, génétique, et qui n'étaient pas du tout en phase avec cette culture française. Martine, comment vous avez réagi quand votre fille, que vous avez choyée, aimée depuis qu'elle est arrivée dans votre foyer et qu'elle vous annonce qu'elle veut retrouver sa maman biologique, sa terre natale, comment on réagit dans ces moments-là? Un grand soulagement. Vous étiez préparée? Oui, parce que 5 ans avant, on était déjà partis en Colombie avec Mathieu, le frère aîné. Oui, parce que vous avez adopté un autre petit Mathieu garçon a 31 ans. Et il a eu aussi besoin de repartir en Colombie. Ça a été quelque chose de très soudain aussi pour lui. Un grand passage à vide. Et puis, il fallait partir en Colombie. On est parti il y a 5 ans, le lendemain de Noël. Mais Justine n'était pas prête à ça, elle n'est pas venue. Je devais partir, en fait. Et j'ai décliné le... Au dernier moment, vous avez dit, je ne sens pas la force. 3 semaines avant ou 15 jours avant, oui, je leur ai dit, je ne pars On a plus. pris les billets au dernier moment parce qu'on ne savait pas qui allait partir. C'était pas mon choix. Avec mon mari, Mathieu, bien sûr, et puis le petit frère, Xavier. Oui, parce que vous avez, comme on a un enfant biologique grâce à Mathieu. Fabrication maison. Tout à fait. Exactement. Qui est arrivé après Justine. Après, grâce à Mathieu et à Justine. Vous pensez que Xavier est arrivé parce que... Je pense parce que Justine et Mathieu étaient là avant? Sûrement, sûrement. Comment vous l'expliquez, ça, que ça peut lever des blocages psychologiques? Je pense que Mathieu et Justine nous ont apporté beaucoup de bonheur. Ouais. Voilà. Donc quand on est parti avec Mathieu, Justine nous a dit, moi de toute façon j'irai toute seule, j'ai pas besoin de vous pour partir en Colombie, j'irai quand je voudrais, j'ai pas besoin de vous. Bon, et puis là, elle vous demande de partir avec et puis un jour, elle est arrivée, elle allait pas bien. Et elle m'a dit, maman, j'ai besoin de toi pour aller chercher ma mère. Voilà. Moi toute seule, avec tout le monde, non, on est partis toutes les deux. Bon. Juste toutes les deux. Et c'était un grand soulagement, oui, parce que de toute façon, je crois que on ne peut pas se construire tant qu'on n'a pas connu tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du chemin. Mathieu était revenu de Colombie avec des gros points d'interrogation parce que son dossier avait été détruit. Et alors vous, qu'est-ce que vous aviez comme information pour retrouver votre maman là-bas? Alors moi, j'avais un dossier que mes parents ont toujours fait. C'était vachement bien fait, enfin, ils sont vraiment extraordinaires parce que le dossier était vraiment fait pour faciliter la recherche. C'est-à-dire que mon père et papa et maman avaient été très attachés à garder toutes les infos, donc les gens qu'ils avaient rencontrés quand ils étaient venus nous chercher. On a fait des photos partout. Avec des photos, des adresses. J'avais mon jugement qui était traduit en français. Donc, pourquoi j'avais été adoptée? Je connaissais les raisons de cette adoption. Et alors? Quelles étaient ces raisons? Ce qui était marqué sur l'acte de jugement français, c'était mère au foyer, ayant 2 autres enfants, de faibles revenus, donc ne pouvant pas pallier à mes soins, les soins d'un 3e enfant, m'a amenée à l'hôpital au bout de 2 jours pour me déclarer en état d'abandon et me donner à l'adoption. Ce qui s'est avéré, j'avais son âge, son nom, mon nom colombien, mon prénom et mon nom colombien.
Mais qu'est-ce que vous avez trouvé alors là-bas? Racontez-nous. Alors j'ai trouvé mon dossier. Alors déjà j'ai trouvé mon pays. Ouais. Magnifique, vraiment. Vous avez retrouvé la trace de votre maman ou pas? Et on a retrouvé ça. En fait, elle est décédée, donc c'est difficile de parler de traces. Ouais. Mais j'ai su. Vous avez retrouvé sa tombe? Voilà, qu'elle était décédée. On a été beaucoup aidés là-bas. Ouais. Par des gens qui étaient. On a eu beaucoup de chance dans la recherche. Oui, je crois qu'on a eu beaucoup de chance, mais ils avaient envie d'aider Justine qui était vraiment à la recherche. Ils étaient fiers que je revienne sur ma terre en fait, mais vraiment donc pour ils eux. voulaient vous aider. Voilà, c'était vraiment quelque chose de symbolique pour alors, eux. Qu'est-ce que vous avez su d'elle en fait? Vous avez eu une photo? Est-ce que vous saviez ce qu'elle faisait comme profession? Alors au début, déjà on a commencé par frapper dans ma maison où je suis née, dans la rue. Vous avez retrouvé la maison de votre naissance, ouais. Et on est tombé sur deux vieilles personnes, deux hommes très âgés. C'était vraiment le touriste qui arrivait, donc ils étaient vraiment très très méfiants au début. Ils ont ouvert vraiment un bout de porte. Et le taximan adorable, du coup, nous a aidés à faire la traduction en disant voilà, cette petite recherche chez Racine et tout. Et il nous a dit mais il y avait une dame qui habitait avant, mais elle est décédée. Mais elle a une fille. Donc, ils nous ont donné une adresse. Le taximan adorable nous dit bah, on va aller dans le petit boui-boui resto où la dame travaillait. Et en fait, la dame nous a dit bah non, ma maman est bien décédée, mais le Rodriguez, c'est pas mon nom. Et puis, les deux vieilles personnes, à la fin, en fait, commençaient à nous raconter des choses différentes. Où, bon, faut pas se leurrer, si vous donnez pas un billet, on vous répond pas spécialement bien. Donc, vous avez donné un billet? Non, on n'a pas donné de billet. Non, on a parcouru un cimetière pendant des heures. Quand on a su qu'elle était décédée, on a parcouru le cimetière. Et on est resté pendant 2 heures, mais vraiment, moi, avec la volonté de me dire, j'y suis, je regarde je vais trouver quelque chose. Voilà. Ouais. Et je m'appelais Rodriguez. Et vous avez trouvé des Rodriguez en Colombie, il y en a énormément. Donc à chaque fois que je tombais devant Rodriguez, j'avais cette espèce de petite... cette petite bouffée au cœur où je me disais, mais... Mais vous saviez quand elle était décédée? En rien. Non, on suppose par rapport à ce qu'on a su. Après, j'ai découvert qu'elle était prostituée, que mon papa était un client, d'où le fait qu'il ne m'ait pas reconnue. Et que les prostituées là-bas n'ont pas de tombe. Et vous avez marqué no nombre, qui veut dire pas de nom. Pas de nom, parce qu'elle était prostituée. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant la profession de votre maman? Alors personnellement, je crois que ça a été le plus gros choc de ma vie. Et la première chose que je me suis dite, c'est... Alors j'ai failli faire une crise de syncope. Hein. J'ai eu 5 minutes où j'arrivais plus à respirer. Enfin vraiment, le physique avait pris le contrôle. Hein. Ouais. Et je restais le point dessus en refermant. Mais alors au début, maman n'avait pas compris parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et quand je vois donc en espagnol les raisons de l'abandon, la maman pratiquait la prostitution, je me suis dit, la pauvre. Quel sentiment vous éprouvez pour cette maman biologique? Quelle place elle occupe aujourd'hui dans votre vie? J'en suis fière. C'est une force. C'est une force qui me dit que j'ai absolument pas le droit de me plaindre, absolument pas le droit de regretter ma vie. Et que cette vie-là, il faut que je la mange de toutes mes forces, quoi. Vous y pensez souvent, votre maman biologique? Tout le temps. Vous avez vu une photo d'elle? Oui. Et alors, quand vous avez vu son visage, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'elle vous ressemble? Le bonheur. J'ai tout de suite su que c'était elle. Elle me ressemble beaucoup. Elle est magnifique, très douce. Elle a un sourire vraiment plein d'amour, plein de tendresse. Biologique? Oui, c'est ça. Bon, alors elle a un petit nez de péruvien, mais les yeux et la bouche sont vraiment... Voilà, c'est... Vous avez ses yeux, non? Vous avez les mêmes yeux qu'elle, je trouve. Ouais. Elle est vraiment très belle et on voit, j'imagine, toute la tendresse qu'elle a pu avoir pour nous. Je pense qu'elle ne l'a pas oublié non plus. Enfin, une mère qui donne la chance à un enfant et qui fait adopter son enfant, elle ne peut pas l'oublier. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Martine, on sent beaucoup d'émotions. À entendre ce que vient de raconter votre fille. Comment vous avez vécu, vous, ce voyage? Avec beaucoup d'émotions. On était très proches l'une de l'autre. On n'a jamais autant parlé. On s'est confié des choses qu'on n'aurait jamais dites autrement. Et oui, je suis émue aujourd'hui. Mais cette photo, on n'avait pas imaginé la trouver. Non. Après le cimetière, où on avait crevé sous la cagna, c'était l'enfer, on a eu la chance de trouver le gardien qui se demandait ce qu'on faisait là, parce qu'on était vraiment toutes seules.
Je m'agaçais en fait un peu en espagnol. Et il nous a parce que... envoyé vers un bureau d'état civil où on est tombé sur un très gentil monsieur dont le computer venait évidemment de casser, c'était irremplaçable, donc on pensait que c'était fichu, qu'on n'aurait rien. Et il nous a dit non, vous ne partirez pas tant que je n'aurai pas trouvé quelque chose. Je crois qu'il avait vu combien Justine était en demande. Hein. On a attendu tout l'après-midi et puis à un moment, il téléphonait, il attendait des coups de fil, ça n'arrêtait pas dans tous les sens. Et puis le voilà qu'il part vers 6 h du soir et il revient. Il me regarde et puis il me dit... Et il nous a apporté... Viens là, toi. Cette photo, c'était... Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui, Justine, cette recherche de vos origines? Franchement, de la force, ça vous a permis de conforter cette idée que j'ai que la vie est magnifique, vraiment, que j'ai des parents fabuleux, que voilà, je sais d'où justement, je viens. J'aimerais qu'on revienne sur votre attitude, en tout cas sur votre comportement. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les parents adoptés, cette générosité, cette ouverture d'esprit. On va peut-être poser la question à Patricia. Comment réagissent la plupart des parents adoptifs quand justement leur enfant leur annonce qu'il veut retrouver ses parents biologiques? Est-ce que c'est vrai qu'on voit la réaction très, très ouverte, très généreuse de Martine? Est-ce que c'est fréquent? Oui, c'est fréquent, ça arrive de temps en temps. En fait, soit on parle, on révèle l'adoption dès le départ à son enfant adopté. Ce qui se fait aujourd'hui dans la plupart des cas. Depuis les années 70, les psychologues le recommandent aux parents adoptifs. Avant, ce n'était pas le cas. Au contraire, on leur demandait de noyer le poisson. Et pourquoi on a changé justement Parce qu'on pensait que c'était mieux pour l'équilibre de l'enfant que de ne pas savoir, enfin de penser que ses parents étaient ses parents biologiques. Et c'est la biologiques. réalité? C'est mieux d'annoncer pour l'enfant le plus tôt possible qu'il est adopté? Attendez, on ne va pas leur faire un cadeau pour leur majorité, c'est destructeur. Toute la famille serait au secret, dans le secret, même à un moment donné, au niveau médical. Moi, je sais que quand on me demande à un moment donné, mais vous avez des antécédents, Je n'imagine pas un instant qu'on puisse élever un enfant dans le mensonge, parce que pour moi, ce serait le mensonge de ne pas lui donner la vérité de son Justement, de son on parlera de votre cas, Gilles, parce que vous avez appris que vous étiez un enfant adopté très très tard, en fait. Il y a 10 ans, j'avais 49 ans. Vous n'aviez jamais eu le sentiment, parce que c'est vrai, on dit souvent que les enfants adoptés, même quand on ne leur dit pas, le sentent. Vous, jamais. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes jamais posé aucune question? Jamais. Donc on va peut-être revenir sur votre histoire. Vous avez été adopté très tôt, en fait, je crois, à l'âge de... Oui, j'avais 3 mois. Vous aviez 3 mois, mais vous aviez été placé d'abord dans une fondation, la fondation Dogville, c'est ça? Oui, j'ai retrouvé ça, j'ai fait 10 ans de recherche, et j'ai pas eu la chance de... Parce que vous êtes né sous X, en fait. Je suis né sous X, oui, et j'ai fait 10 ans de recherche. Ça veut dire que vous n'avez aucune information sur vos parents biologiques, sur votre maman biologique? Je n'ai aucune information, par contre j'ai des informations sur le contexte, que j'ai eu du mal, puisque pourtant une loi est passée là-dessus. Néanmoins, lorsque je suis allé chercher mon acte de naissance à la mairie du 16e, 3 jours après avoir appris que j'étais un enfant adopté. Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris par ma mère, qui avait 97 ans, et on était au repas de la maison, de la maison de retraite, et... il y avait tous les petits vieux là, qui mangeaient, et puis il y avait un enfant qui courait, et elle me dit « Ah, c'est bien d'avoir un enfant soi-même ». Oui, je lui dis « Oui, tu as eu un enfant. Tu perds un petit peu la tête 97 ans. Oui. Et puis elle était d'une autre génération, elle était née en 1905. Ouais. Donc c'est une autre époque. Et bon, de fil en aiguille, j'ai interrogé, je lui dis « Attends, tu as eu un enfant ?»« Oui, mais elle me dit « Je veux dire soi-même ». Alors j'ai compris, si on ne parlait pas à cette époque-là, pour une femme, on ne parlait, ça commençait à la tête et ça reprenait aux jambes. Entre-temps, on ne parlait pas du reste. Oui. Et donc j'ai compris rapidement, mon épouse était là, elle le savait, et j'ai compris rapidement que j'avais été adopté. Donc 3 jours après, je suis allé à la mairie du 16e. Votre épouse, elle le savait? Oui, tout le monde le savait. Sauf vous? Oui, mais la boulangère aussi le savait. Mais alors... Mais comment votre épouse peut être au courant? Alors mon épouse était au courant puisque nous sommes tous originaires du même endroit dans la Sarthe, et mes parents l'expliquaient à tout le monde. Et lorsque mon épouse m'a connu il y a quelques années, en 1976,
son grand-père lui a tout de suite dit, tu sais, le garçon que tu fréquentes, ce ne sont pas ses parents, c'est un enfant adopté. Mais enfin, bon. Et vous, vous ne l'avez jamais su? Je ne l'ai jamais su. Pourquoi cette omerta alors autour de votre adoption dans votre famille? C'est le secret de famille. Et ça, mais ça suivait, si vous voulez, un petit peu un silence, hein, peut-être. Parce que vous dites secret, mais tout le monde, c'est le secret de Polichinelle, parce que tout le monde avait l'air au courant. Oui, sauf il y avait un silence. C'est un peu comme, comme on dit la même chose pour les cocus. On dit, ce sont les derniers à le savoir. Donc, voilà, moi j'étais le dernier à le savoir, et tout le monde était au courant. Mais ça... Je dirais c'était bien porté. Lorsque je suis allé à la mairie du 16e pour demander mon acte de naissance... Mais lors de votre... Vous êtes marié Je suis marié, oui. Et sur l'acte de mariage ne figurait pas la mention que vous étiez adopté? Vous demandez un extrait. Un extrait et non un acte complet. Je n'avais jamais demandé d'acte intégral. Et c'est dans l'acte intégral que va figurer la mention l'acte intégral à la adopté. mairie du 16e, il y a 10 ans de ça. Hein. Pourtant, toutes les lois étaient passées. Et l'employé est revenu en me disant, on a un souci informatique. Enfin, je l'ai senti gêné, donc je l'ai laissé un petit peu s'embourber. Puis j'ai fini par lui dire, si c'est une question d'adoption, je suis au courant. Oh, bah, elle me dit, tout va bien. Et donc, elle m'a donné mon document. Voilà. L'acte intégral, juste pardon, l'acte intégral de naissance ne nomme pas l'adoption parce qu'elle n'a pas encore eu lieu, puisque c'est l'acte qui précise les conditions de la naissance. Tout à fait. Hein, intégralement. Donc, et nous n'avons en général pour les actes civils que l'extrait d'acte de naissance, c'est-à-dire celui où est inscrit la filiation, mais pas l'acte intégral. Hein, effectivement. Donc si personne ne vous l'apprenait finalement, mais généralement vous ne pouviez pas l'apprendre. Oui, au mariage, on l'a souvent. Moi, je ne l'ai pas eu. Pourtant, j'ai dû gérer mes papiers moi-même, mais tout était bien organisé. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Vous apprenez que vous êtes adopté à l'âge de 49 ans? Ça fait un choc. Ça fait un choc parce que vous avez une impression de vide. Vous vous dites... Alors, vous parliez tout à l'heure de documents médicaux. Alors, avant, je remplissais les check-up, vous savez, les 3 premières pages sont les antécédents. Là, depuis, c'est un grand trait. Vous avez un vide complet. Vous dites, alors, vos cousins, ce sont vos cousins, mais ce n'est pas vraiment vos cousins quand même. Et puis, si ça se trouve, vous croisez des gens dans la rue, vous travaillez avec eux. Si ça se trouve, parmi tout ça, vous avez un demi-frère ou une demi-sœur. Est-ce que vous avez eu envie de rechercher vos origines après cette annonce? J'ai fait 10 ans de recherche, en passant notamment par le bouquin de Patricia Faguer, qui m'a vraiment permis de progresser. Qui vous a donné des conseils, etc. Parce que oui, quand on est né sous X, par où on commence ces recherches? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous n'avez aucune information. C'est par cette association, la Fondation d'Heugueville, où le bon docteur d'Heugueville récupérait ces femmes pécheresses, parce que c'était dans la bonne société française, donc ces femmes pécheresses qui avaient fauté, et les aidait à accoucher pour éviter un avortement clandestin. Et ensuite, on leur enlevait les enfants pour les placer, avec un business derrière. Moi, avec un business, ça veut dire que c'est du trafic d'enfants, quelque part? Trafic, non. Pourquoi vous parlez de business? Parce que c'était clairement monnayé, c'est-à-dire que, en faisant mes recherches, j'ai retrouvé... Alors, la Fondation d'Heugueville a disparu en 1996. 79. Mais les dossiers ont été repris par l'œuvre pour l'adoption. D'accord. Et j'ai réussi... à retrouver cette association, j'ai réussi à faire pression sur le président qui finalement m'a ouvert sa porte et m'a donné un dossier, qui était mon dossier. Et j'ai retrouvé à l'intérieur du dossier la facture, puisque mes parents adoptifs m'ont acheté. À l'époque, ils m'ont acheté 80 000 francs de l'époque. Ce qui est une somme très très importante. Aujourd'hui, ça fait 30 000 euros. Ouais. De fil en aiguille, j'ai su que ma mère biologique devait être la jeune fille d'une famille bien pensante de Rouen, dont les parents étaient pharmaciens, et qui devait avoir 18 ans en 1953. Et donc, je pense que ses parents l'ont poussé, parce qu'on n'allait pas garder la honte dans la famille. Et je crois qu'à l'époque, les familles devaient payer pour acheter le silence de l'association. Donc, on payait pour donner. Oui, donc ils recevaient de l'argent de tous les côtés. Bon business. Bon business. Enfin, bon, derrière, ça laisse des... Donc, vous avez apparemment retrouvé la trace de votre maman ou c'est des suppositions, des hypothèses? Je n'ai pas retrouvé la trace. J'ai su par des amis de mes parents, puisque tout le monde était au courant, par des enfants d'amis de mes parents, que
je serais originaire, enfin ma mère biologique était la fille de gros pharmaciens de Rouen. Mais sur votre maman, aujourd'hui, vous n'en savez pas plus? Rien du tout. Vous n'avez rien trouvé du tout? Rien du tout. Combien déjà de personnes vont naître sous X par an à peu près? Aujourd'hui, on estime entre 600 et 700 femmes. À l'époque qui accouchent sous X? Qui accouchent sous X, c'est-à-dire dans l'anonymat. Ouais. À l'époque de Gilles, il y en avait beaucoup plus que ça. On estime qu'il y a entre 400 et 800 000 personnes nées sous X à la recherche de leurs origines vivantes. Ça existe depuis la Révolution française, hein, je crois. Ça existe depuis la Révolution française. Ça a été entériné par sous le gouvernement Pétain, justement. Par le tous décret ces loi. enfants qui étaient nés des Allemands. Et qu'est-ce que... Alors, on n'a aucune information, donc ça veut dire que tous ces enfants nés sous X ne pourront jamais avoir accès à leurs origines. Non. Alors il y a quelques années, on pouvait encore retrouver des femmes ayant accouché sous X. Moi, je fais de la recherche de personnes disparues. J'ai un site internet qui se consacre à ça. J'arrivais encore à retrouver ces femmes parce qu'on avait accès, grâce à la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, il y avait des lois qui nous permettaient, et qui permettaient les pupilles en direct, de retrouver leurs origines en s'adressant à la maternité où ils étaient nés, en demandant justement leur acte original de naissance à la mairie, etc. Aujourd'hui, en fait, en 1996, je crois, Ségolène Royal, ou en 2002, a créé le CNAOP. En 2002, je crois. 2002. Oui. Donc Ségolène Royal a créé une commission, le CNAOP, qui est une instance chargée de retrouver les origines des enfants nés sous X. Donc ce qui est plutôt une évolution, quelque part. Officiellement, c'est une évolution. Dans la réalité... Parce qu'en quoi consiste ce CNAOP Alors, il y a une double fonction. D'une part, ça permet aux femmes désirant accoucher sous X de déposer, si elles le souhaitent, des éléments identifiants, notamment relatifs à la santé aussi, dans le dossier d'accouchement au moment où elles accouchent. Et également, ils ont pour mission de rechercher les mères biologiques lorsque les enfants le leur demandent. Aujourd'hui, un enfant qui est né sous X, il n'a aucune autre possibilité de retrouver sa mère qu'en passant par le CNAOP. Le CNAOP, ce sont des personnes qui sont favorables à l'accouchement sous X, en majorité. Moi, j'ai eu des cas, personnellement, de mères ayant écrit au CNAOP, recherchant leur enfant. Et de l'autre côté, d'enfants ayant écrit également à ce même CNAOP pour retrouver leur mère, les rapprochements n'avaient pas été faits. Donc il n'y a pas une vraie volonté d'aboutir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer que par, si vous appelez la maternité où vous êtes né, on va vous dire, contactez le CNAOP. C'est cette nouvelle commission qui est censée tout centraliser, qui en fait bloque tout. Qui a été créée pour officiellement calmer un petit peu les ardeurs des enfants nés sous X, mais qui dans les faits bloque les recherches. D'accord. Alors Amélie Toel, justement, oui. Le CNAOP, effectivement, a été créé sous la pression d'un certain nombre d'associations et au nom de l'accès aux origines dites personnelles. Et sachant, quand vous disiez 96-2002, 96 était l'instauration dans le Code civil de la loi sur l'accouchement sous X, qui a sans doute fait un peu flamber les choses, puisqu'avant, il y avait une disposition dans le Code de l'action sociale et de la famille qui permettait en fait aux femmes d'être accueillies à la maternité et qu'on procède à tous les soins nécessaires, même si elles ne souhaitaient pas laisser leur nom, déclarer leur identité. Et donc ça, c'était une disposition forte. Et on ne pouvait pas, dans le Code de l'action sociale et des familles, à l'époque, on ne pouvait pas refuser l'accès à une femme. Et d'ailleurs, à l'hôpital, on peut toujours avoir accès, dans toutes sortes de circonstances, à un anonymat qui permet de ne pas être identifié. D'accord. Mais pourquoi la France... Ce que je voulais juste dire par rapport à la question du CNAOP, c'est vrai que ça a subi, en tout cas, et ça subit sûrement encore, des tensions, enfin, il se trouve là des tensions extrêmement passionnelles entre ceux qui sont pour, entre ceux qui sont contre. Alors pourquoi maintenir l'accouchement sous X en France? Pour éviter sûrement que certains dossiers sortent aussi, parce qu'il y a eu pas mal de trafic grâce à l'accouchement sous X. Comme la fondation de Gvil, par exemple, à qui vous avez été confiée. Oui, certainement, et de longue date, des abus. Il y a une tradition en France de très longue date, Saint-Vincent-de-Paul, qui crée finalement les premiers centres maternels, c'est intéressant, en permettant à des femmes très pauvres. Juste, je voudrais quand même dire ça, parce qu'il y a un contexte historique, et comme vous dites, au fond, tout le monde devrait y avoir accès, parce qu'il y a des ravages. Il y a parmi
tous ces enfants qui sont nés de mères inconnues, certains d'entre eux ne vivent pas ces ravages. Il y a quelque chose de très, vraiment, d'assez riche dans on va écouter après le témoignage de Denise et de Gaëtan. Mais... Pour faire un peu comme ça un lien, c'est combien il est important, mais ça dépend comment on l'entend, combien il est important de partir à la conquête d'un récit. Ça, c'était, et vous disiez, tant que c'était votre mère qui avait pensé ce projet, c'était pas le vôtre, et là, vous n'y allez pas. C'est-à-dire, à un moment, il faut vous approprier. On est l'héros de notre histoire, enfin l'héroïne de notre histoire, alors avec un petit narcissisme géré qui est évident, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tout comme toi d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Oui, on parlera de l'histoire. C'est vraiment une envie, c'est un signe, c'est un hasard. Il y a quelque chose à un moment donné qui fait que, alors des étapes dans la vie plus ou moins bonnes ou mauvaises, mais il y a un moment donné, on va se réveiller, c'est un peu anesthésiant, c'est pas spécialement descriptif, mais c'est motivant. Enfin, c'est une espèce de... Est-ce que vous, Justine, vous encouragez? Ouais, voilà, c'est un déclic qui donne bizarrement la pêche, parce qu'on ne réalise pas non plus spécialement ce qu'on va trouver, ce qu'on va chercher. Mais est-ce que vous encouragez tous les enfants adoptés à rechercher leurs origines ou pas? Complètement. Anédite, est-ce qu'on peut faire comme ça l'hypothèse? Pour ça, j'étais sensible à votre histoire. Et au fond, vous le dites très différemment, parce que ce n'est pas la même histoire. Exactement. Mais c'est dès que son parent nomme le fait qu'il y a un récit ailleurs, quelque part à aller chercher, alors c'est la conquête de tous les hommes. Et là où moi je mettrais une subtilité, c'est un peu plus de subtilité, c'est pas les origines au sens nécessairement, pourquoi pas, mais pas nécessairement les origines au sens biologique absolument du terme. Quand chacun d'entre nous, on part à la conquête d'un récit, des origines, sachant qu'une fois qu'on a trouvé un point, pense-t-on, de ces origines, c'est repoussé encore plus loin et c'est encore repoussé plus loin. Mais avec le risque peut-être d'être déçu de ce qu'on va trouver là-bas au bout de cette conquête. Si on pense que la vérité est là. Or, c'est une histoire de conquête. Si on nous apprend qu'on a tous nos origines biologiques planète Mars, on va tous y aller. On aura envie d'aller conquérir ça. J'exagère un peu parce que l'affaire est beaucoup plus sérieuse. Mais c'est la question, vraiment, vous en parlez comme un voyage initiatique. Mais complètement. Et qui vous appartient. Exactement. Alors, mais même ne serait-ce que l'adoption en elle-même. Et c'est une manière, voilà. Parmi d'autres. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. J'ai deux vies, j'ai un passé avec de nouveaux horizons. C'est ce que Gilles, vous n'avez pas aujourd'hui et vous en souffrez aujourd'hui toujours. Qu'est-ce qui vous ressentez? Un manque? Un vide. Enfin, c'est vrai que c'est... Il y a d'une part un vide, mais bon, j'ai pris l'habitude de l'assumer. Ça fait 10 ans maintenant. Et puis en plus, et je pense que on oublie un peu l'affaire de cette mère qui a eu un enfant, vous vous rendez compte? Cette fille à 18 ans, qui a eu un enfant, qui habitait Rouen, on l'a envoyé à Paris, on lui a dit tu vas accoucher, et puis on va te le retirer. Et puis, mais vous vous rendez compte, cette pauvre femme, je suis sûr qu'elle est encore vivante, enfin j'imagine, et que toute sa vie, elle s'en souviendra. En fait, c'est ça qui vous fait le plus souffrir aujourd'hui, c'est de savoir que votre mère a porté ça toute sa vie comme un poids et qu'elle a sûrement dû en souffrir aussi. Pour être honnête, ce qui me fait plus souffrir, c'est le vide. Ouais, c'est de ne pas savoir. Le vide et le fait que mon père adoptant ne me l'ait pas dit. Parce que j'ai été élevé dans les principes de rigueur, d'honnêteté et tout ça, pour finalement, après son décès, découvrir qu'on m'avait menti pendant 49 ans. Vous en avez voulu à votre maman, même si elle était très âgée? Non, pas à ma mère, parce que la pauvre femme, à 97 ans, elle a lâché le morceau, quoi. Ouais. Mais en revanche... à mon père qui était mort 10 ans avant. Puis à votre femme, à votre entourage? Non, pas eux, parce qu'ils ont respecté le secret de la famille. Ouais. Ils ont respecté le secret de la famille. On leur avait dit, il y a une règle, il ne faut pas le dire. Bon, ils n'ont pas dit. Je trouve que non, ils ont bien... Quand j'écoute justement l'histoire de Gilles, j'ai l'impression que l'accouchement sous X va plus privilégier le droit de la mère au détriment du droit de l'enfant, non? C'est le problème. C'est qu'il y a des lois qui, a priori, favorisent l'intérêt de l'enfant. On parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant notamment, et que l'accouchement sous X privilégie le choix de la mère. Donc de quel droit est-ce qu'une femme, c'est la question que je pose, pourrait décider du sort d'un enfant qui n'a rien demandé? Moi, c'est ça qui me dérange dans l'accouchement sous X. Ça ne me dérange pas qu'une femme puisse abandonner un enfant. Je trouve ça plutôt
elle a la liberté, elle a le choix de pouvoir le faire, mais qu'elle lui donne un nom au départ, qu'elle puisse l'aider à se construire, qu'elle ne le pénalise pas. Il est déjà pénalisé par l'abandon, qu'elle ne le pénalise pas doublement en le privant d'identité, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Édith? Oui, c'est effectivement pas exactement la même chose que de décider pour une femme de confier son enfant en vue d'adoption et de rendre cet acte public, c'est-à-dire en se nommant. Certaines femmes peuvent tout à fait faire cela. On n'est plus tout à fait dans les années 50, 60, qui étaient absolument terribles, même 70, où là, il y avait des contraintes sociales très, très puissantes qui étouffaient littéralement toute possibilité de réflexion. Les filles mères, enfin, etc. Voilà. Et puis, il y a des femmes, et on ne peut pas répondre à cette question, sûrement pas à leur place, qui elles non plus ne peuvent pas véritablement saisir ce qui rend impossible pour elles, même dans un contexte où elles ont pu travailler cela avec des accompagnements éducatifs, psychologiques et évidemment médicaux, elles étaient vraiment accueillies et pas jugées. Certaines d'entre elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas quoi assumer. C'est-à-dire elles ne peuvent pas assumer la filiation inscrire cet enfant dans une filiation qui serait la leur. Quelques-unes, rares en réalité, ça n'a rien à voir avec des faits sociaux. On ne peut pas rationaliser. Une profession qu'elle n'assumerait pas. Rationaliser là-dessus. Des contraintes sociales peuvent encourager une femme à, mais en France, c'est pas le cas. En tout cas, on est d'accord que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à ses origines. Après, libre à la personne de vouloir les rechercher ou pas. La loi, quand elle permet l'accouchement sous X, c'est la loi. Moi, je pense que ça a fait flamber un peu quelque chose, parce que même là où il n'y a pas d'accouchement sous X inscrit dans le Code civil, des femmes peuvent, quelques-unes et rares aussi, peuvent sortir par la fenêtre, puis disparaître. Et de toute façon, c'est de l'abandon sauvage. Voilà. Ouais. Et il y aura, alors pas tout à fait, parce qu'elles sont dans une maternité et qu'elles laissent le bébé à l'abri, mais il y a des femmes qui ne peuvent pas. Ça touche à un point énigmatique, je pense qu'on ne peut pas tout à fait répondre là, mais qui est la question sans doute la plus intéressante. À partir du moment où l'accouchement sous X est inscrit, c'est pas que les enfants n'ont pas le droit, c'est que quand ils vont aller chercher effectivement leur dossier au CNAOPS, où ce n'est pas inscrit, où c'est recouvert. La question, pour moi, qui est un peu folle, c'est que ce soit inscrit et recouvert. Si c'est pas inscrit, c'est pas inscrit. À un moment, il y a une femme qui n'a pas pu. D'accord. Bon, on va essayer de revenir sur le thème de notre émission, qu'il faut-il rechercher ses origines ou pas. Denise, alors contrairement à Gilles, vous avez retrouvé votre maman biologique. Vous avez été, je crois, abandonnée à l'âge de 2 ans, c'est ça? J'avais 2 ans, oui. Vous avez été placée comme pupille de l'État? J'ai eu la chance d'avoir mon père, mais qui était très âgé par rapport à ma mère. Ce qui fait qu'ils m'ont... Votre père biologique, on est bien d'accord. Ils m'ont mis en nourrice, j'avais 3 mois. Et voilà, je suis restée chez cette nourrice. Qui est devenue votre maman adoptive, quelque part? Non. Non, pas du tout. Non. Non, c'est pas... D'accord. Non. Donc elle vous a nourrie. Voilà. Elle m'a nourrie, elle m'a éduquée. Et mon père est mort, j'avais 13 ans. Donc vous étiez en contact avec votre père, si j'ai bien compris? Oui. Mais votre mère, vous saviez qui était votre mère? J'avais 2 ans. D'accord. Mais vous saviez qui elle était, vous connaissiez son nom? J'avais vu mon père avec quelques photos, mais... Lui non plus n'avait pas de nouvelles de votre mère, il ne savait pas où elle était. C'était le grand mystère, quoi. C'était... personne n'en parlait, quoi. Personne n'en parlait. J'essayais toujours de tendre l'oreille quand les adultes en parlaient, mais voilà, c'était tout ce que je pouvais glaner comme info. Alors c'était... on me disait qu'elle habitait à tel endroit. Si, je l'ai vue une fois. Ah, vous l'avez vue? Je l'ai vue une fois. J'avais 11 ans, je crois. Et il y avait le fils de ma nounou qui était là et il avait retrouvé sa trace pas très loin. Et voilà, je suis arrivée chez des gens. Il y avait une grande femme, parce que pour moi qui étais petite, c'était une grande femme, j'avais trouvé très belle. Et elle passe à côté de moi, elle m'a même pas regardée. Et elle savait que vous étiez sa fille? Oui, et il lui a dit, tu as vu, c'est ta fille, peut-être tu vas lui acheter un paquet de bonbons. Et moi, elle a regardé comme ça, et c'était tout, quoi. Et après, j'ai perdu sa trace complètement. Et bon, entre-temps, vous avez fait votre vie, vous êtes mariée, vous avez eu des enfants. Oui, mais alors,
vous avez toute votre vie le sentiment d'abandon. Bah surtout en plus si vous l'avez croisée et qu'elle vous a complètement ignoré. L'abandon et je dirais le mot mère. Qu'est-ce qu'une mère? C'est quoi d'avoir une mère? Vous n'avez pas eu de mère adoptive en plus, vous. Donc de dire maman à quelqu'un. Ça semble tellement banal quand on croise sa mère tous les jours et qu'on se dit oh, elle me barbe la maman. Mais oui, mais maman, c'est quoi ce mot? Et ça a été toute ma vie. Après, moi, j'ai vécu... je suis partie en Afrique, j'ai fait toute ma vie en Afrique. Et je pensais toujours comment la retrouver, comment faire, etc. Et à 65 ans, vous décidez d'entamer des vraies recherches? Quand je suis revenue en Afrique, c'était en 91, et là, j'ai commencé à prendre les annuaires, les bottins, et j'ai téléphoné à tous les gens qui avaient le même nom. Et tout le monde me disait non, non, on ne connaît pas, non, non, on ne connaît pas. Bon, bizarrement, j'ai téléphoné après à des gens, et après, j'ai appris que ces gens étaient de ma famille. Mais ils n'ont rien voulu vous dire. Comme pour Gilles, en fait. Tout le monde dit secret de famille. famille. Oh là là, qu'est-ce qu'on va... Hein, on s'en occupe pas. Et puis, j'ai fait des recherches parce que je savais qu'elle avait eu d'autres enfants qu'elle avait également abandonnés, oubliés sur le chemin. Et j'ai retrouvé un frère, il venait de se suicider. Ça faisait quelques mois qu'il s'était suicidé. Et sa femme m'a dit il ne s'est jamais remis du fait d'avoir été abandonné. Et bon, là, j'ai pris contact avec Patricia parce que bon, je ne trouvais rien. Patricia Faguet, voilà. Spécialiste. Et puis, je dirais qu'en 48 heures, elle m'a téléphoné et elle m'a dit voilà, je sais où elle est. Parce qu'entre-temps, j'avais pris un détective privé et je lui avais demandé de faire des recherches aux États-Unis parce que je pensais qu'elle était aux États-Unis. Pourquoi? Mais j'avais fait des... Parce qu'on m'avait dit toujours dans les bribes. Et là, j'avais fait faire des recherches dans des États, mais les États-Unis c'est grand et elle était, je la cherchais là, elle était là-bas, donc j'avais très peu de chance de... Et c'est Patricia, donc la spécialiste des mamans perdues, qui vous l'a retrouvée. Voilà. Bon, des papas perdus 48 aussi. heures après, elle m'a dit, je l'ai retrouvée, je sais... Et alors, elle était où? Au fin fond des États-Unis? Oui, elle était... Oui, au fin fond des États-Unis. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous lui avez envoyé des mails d'abord? J'ai dit à Patricia, qu'est-ce que je fais là? Elle m'a dit, vous lui téléphonez. Oh c'était 19h. Ouais. J'ai téléphoné. Je me suis fait engueuler. Elle m'a dit, mais de quel droit vous me recherchez? Juste parce que vous êtes ma maman. On n'a rien en commun, je ne vous connais pas. Je dis, on a quand même en commun que je suis votre fille. Bon, elle a bien voulu accepter de me donner son mail. Et puis, quand je lui posais des questions trop intimes, elle ne me répondait plus. Alors je me suis dit, bon, il faut que je joue finaute, quoi, parce que sinon... ça a duré 2 ans avant qu'elle accepte. Parce qu'elle me disait, je ne suis pas là, on n'a rien en commun, bon voilà, et puis pourquoi, après tant d'années je lui ai dit, parce que je voudrais bien vous voir avant que vous mouriez quand même. Mais elle a dit, mais je ne suis pas morte encore. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 84 ans. 84 ans. Donc vous vous êtes accrochée? Vous avez eu envie d'aller jusqu'au bout? Une fois, 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, je me suis dit, bon, je vais venir avec mon mari. Je me suis dit, ça sera peut-être plus facile. Pour elle? Oui. Et quand je me suis retrouvée en face d'elle... Donc vous y êtes allée avec votre mari, elle vous a dit oui? Oui. Le mari, c'était le bon argument? Jusqu'à la veille, je me suis dit... Et quand je me suis retrouvée en face d'elle, elle m'a dit, t'es tout le portrait de ton père. Bon, c'était un compliment ou pas? Je dois te ressembler un peu. Et puis, elle nous a reçus comme on accueille des amis, comme on accueille des relations, des amis qu'on est content de retrouver, quoi. Mais pas des enfants? Ah non, non. Le lien, il n'est pas... Alors... Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez vu votre maman à 84 ans? Là, on a vraiment l'impression... On a l'impression qu'on va éclater, qu'on va mourir, qu'il va se passer quelque chose de pas possible, quoi. Que cette tension est là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et vous vous retrouvez en face de quelqu'un, il ne se passe rien.
il ne se passe rien. Le néant. Mais je serais presque partie le lendemain, hein, parce que c'était, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Et puis, moi, je voulais lui parler un peu de moi, avec force détail. Et elle me disait, bon, c'est bon, abrège, quoi. Va au fait. Vous n'intéressiez pas, en fait? Non. Ou est-ce que c'était pas une façon de se protéger, justement, je ne sais pas. De se protéger de ce sentiment de culpabilité en ne montrant aucun sentiment à votre égard? Je ne sais pas. C'était peut-être douloureux pour elle, elle avait peut-être pas envie de revenir dessus. C'est douloureux, mais Oui, toutes c'était les surtout mères douloureux qui pour vous, quand abandonnent même. leurs enfants, elles les abandonnent pas en disant « Oh mon petit chéri, je te laisse, je t'abandonne ». Non, non, elles s'en débarrassent comme des paquets en se disant « Je me suis débarrassée du paquet et je passe à autre chose ». Oui, alors que vous n'aviez pas demandé à venir au monde. Hein, Toutes les mères ne sont pas dans le grand chagrin d'abandonner leurs enfants. Au contraire, elles se disent « Ouf ». Il y a des femmes qui ne développent pas le sentiment maternel. C'est quoi? Elle le montre pas, Ça mais, n'existe je pas. pense que une maman, c'est une maman. Enfin, je vois mal une maman, c'est une maman. On met un enfant au monde ou si on le met pas au monde, enfin, ça reste. Pour les enfants que j'aurais, enfin, je peux pas. Le jour de mon anniversaire, et moi ça me marque. Je me demande toujours, la première chose que je fais quand je me lève, c'est je me demande si elle pense à moi. Qu'est-ce que cette date, si elle était encore vivante, représenterait pour elle? Et donc, de par le fait que c'était une prostituée, j'ai fait des études sur le milieu de la prostitution. Et pratiquement toutes les prostituées dans les assos qui venaient boire un thé ou quelque chose de chaud pour se réchauffer. Qu'est-ce qu'elle vous disait, justement? Disaient, alors, elles avortaient quand c'était possible, parce que la pilule, on leur en parle pas trop, moyen de contraception, c'est quelque chose qu'elles connaissent pas. Il y a des fois où elles se rendent compte qu'elles sont enceintes parce qu'elles ont mal au ventre. Et le discours de cette prostituée disait, j'ai avorté 4 fois, j'ai mis au monde 1 fois, donc si c'est pas avorté, c'est abandonné. Hein. Donc c'est mis en adoption. Il n'y a pas une seule de ses collègues qui a oublié l'accouchement et la mise en abandon de cet enfant. Pas une. Cette date-là représenteront toujours. C'est pour l'avenir de l'enfant. Oui, mais elles n'oublieront pas l'accouchement, le chagrin et ce qui a pu se passer d'avoir abandonné un enfant. Elles ne l'oublient pas. Denise, vous êtes... Pour moi, il y a des femmes qui n'ont pas de chagrin, non? Oui, mais c'est vrai que vous avez eu des enfants. C'est vrai qu'un accouchement, comme vous le dites, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est un moment juste incroyable. Après qu'on ait un instinct maternel ou pas tout de suite, après chaque femme est différente. On peut être dans le déni, mais elles oublient la date de l'accouchement. Mais le déni, c'est une souffrance, c'est une sorte de... Et même le lieu, parfois. Moi, j'ai retrouvé il y a des mères ayant abandonné un enfant qui m'ont demandé de retrouver l'enfant, qui ne se rappelaient plus de la clinique où elles avaient accouché, même de la ville où elles avaient accouché. Elle me disait, je me souviens qu'il faisait chaud, ça devait être l'été. Donc dans le déni total. Complètement. Denise, juste pour terminer pourtant, avec... elle recherche l'enfant. Voilà, relève effectivement que le traumatisme, Mais il est vous, Denise, il est votre là. maman n'a jamais essayé de vous rechercher, d'avoir de vos nouvelles, etc. Et quel sentiment vous avez pour elle aujourd'hui? Vous lui en voulez, de la rancune? Vous êtes en colère? Bizarrement, j'attendais de la retrouver pour régler mes comptes. Oui. Parce que j'avais des comptes à régler. Et vous n'avez pas pu les régler, en fait? J'ai rien réglé du tout. J'ai accepté qu'elle ne me donne pas trop d'explications parce que je n'avais pas à nouveau envie de la perdre. Donc je redeviens toujours ce petit enfant abandonné qui a trop peur de l'abandon. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est quand vous rentrez en France, après l'avoir vu, vous avez développé un diabète de type 1, qui est une maladie qu'on développe en général quand on est petit. Oui. Vous l'avez développé tout de suite en revenant. Tout de suite en revenant, donc à 65 ans, 66 ans 62, quoi, j'avais à l'époque. Donc quelque part, vous êtes redevenue une petite fille. Oui, je suis redevenue une petite devant fille. votre maman, ouais. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et tellement peur qu'elle m'abandonne à nouveau. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en contact avec elle? Oui, toujours, on s'envoie, mais je l'appelle par son prénom. Il n'y a que là, ça fait quelques jours, j'ai osé lui dire, parce qu'elle cherchait des trucs sur Internet qu'elle avait trouvés, et je lui dis « Oh, ma mère, tu es vraiment très forte », et ça l'a fait rire. Mais c'est la première fois que j'osais lui dire « ma mère ». Vous êtes en train de construire toutes les deux un lien quelque part, même s'il reste très fragile, très ténu. Et mais... elle a eu d'autres enfants. Ouais. Elle m'avait interdit de contacter ses enfants ni de les rechercher. Et l'autre fois, je lui ai dit par hasard, mais tu viendrais pas en France avec ta fille et tu vas dire que je suis qui par rapport à toi? Une cousine?
Elle m'a dit, oh non, peut-être qu'elle sera très heureuse de se dire qu'elle a une sœur en France. Donc elle commence à accepter l'idée, peut-être qu'elle va devenir maman, aujourd'hui à 84 ans. Je ne sais pas. Mais vous ne regrettez pas d'être allé au bout de cette recherche de vos origines aujourd'hui? Je pense qu'il y a